Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette édition USI 2023, ici au Musée du Quai Branly et à distance pour tous les internautes qui nous suivent en digital, comme on dit. Une édition de l'USI avec, depuis quelques années maintenant, une thématique, cette année, l'entreprise à l'épreuve des limites du monde, et un sous-titre qui parfois en dit un peu plus. Quelle motivation pour une bifurcation des modèles d'affaires? Tous les mots comptent, notamment motivation, pourquoi on y va. Bifurcation, qui est un mot d'actualité, que je crois en entendre de plus en plus, que des étudiants ont repris l'année dernière lors de la remise des diplômes en disant qu'ils voulaient bifurquer. Et puis modèle d'affaires, parce qu'on est dans un monde et un public d'entreprise, et donc notre problématique, c'est les modèles d'affaires. Je vais commencer par une image. Cette image, prise de la Lune, c'est une des premières images où l'humanité, pour la première fois, voit son lieu de vie d'un point de vue extérieur. Michel Serres, le philosophe, qui était venu à plusieurs reprises à l'USI, accordait bien évidemment une attention particulière à cette image. Pour la première fois, on sait et on voit. Bon, que la Terre est ronde, même si certains encore croient qu'elle est plate, mais outre ce détail, ce lieu de vie, tous les astronautes, le premier d'entre eux, Neil Armstrong, qui était aussi venu à l'USI, premier homme qui a marché sur la Lune, jusqu'à Thomas Pesquet plus récemment, disent tous la même chose, les astronautes. C'est la fragilité de ce lieu de vie, une Terre bleue qui flotte dans un espace noir, avec une mince pellicule à sa surface, une mince pellicule de vie. Cette pellicule, on l'appelle la biosphère. Ça fait écho aux travaux du scientifique russe Vladimir Vernadsky, précisément dans cet ouvrage nommé La biosphère. On ne sera pas surpris que l'éditeur, dans l'édition en français, ait repris dans la couverture cette image de la Terre vue de la Lune. Qu'est-ce que va faire Vladimir Vernadsky? Il va combiner les sciences de la vie et les sciences de la Terre en s'intéressant à la dynamique de ce qu'il va donc appeler la biosphère. Et ce faisant, il va s'intéresser à ce qu'on connaît aujourd'hui, les cycles. Cycle de l'eau, cycle de l'azote, pour voir comment cette biosphère, d'une certaine manière et par analogie, vit. Ce qui fait écho d'ailleurs à l'hypothèse Gaïa, que cette biosphère est un grand organisme vivant. Alors, si vous avez fait des fresques du climat dans vos entreprises, en fait, vous vous êtes tenu dans les pas de l'ouverture qu'avait proposée au début du XXe siècle Vladimir Vernadsky, qui va fonder par là, en fait, toute l'écologie moderne. Il y a, quand on évoque d'un point de vue économique ces questions des limites du monde, généralement deux approches. Une approche qui va être très macroéconomique, dans laquelle les entreprises que vous représentez probablement aujourd'hui peuvent se dire moi, à ma petite échelle, même si je suis une multinationale, je ne suis pas grand-chose à l'aune de tout ce qui se passe sur la planète. À l'autre bout du spectre, une approche très micro. Ça, nous l'entendons tous en tant que particuliers, les petits gestes que l'on doit faire, soit pour trier nos ordures, soit de faire pipi sous la douche, mais on sait que ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement la donne également. Quelle est la place des entreprises? C'est entre les deux, c'est le mezzo. Et c'est au niveau de ce mezzo qu'on a construit un peu cette journée pour vous donner des pistes, des axes de réflexion et des éléments de motivation pour que vous soyez en capacité de contribuer à la bifurcation de vos modèles d'affaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est plein de choses. Mais peut-être fondamentalement, c'est ça, c'est un modèle d'affaires. Il y a plein de choses qui changent dans nos entreprises et vous le vivez tous les jours. Mais changer de modèle d'affaires, ce n'est pas tous les jours. Et pour s'y préparer, il faut réfléchir. Il faut penser. Alors on y va. Deux métaphores
reviennent la plupart du temps quand on doit évoquer les modèles d'affaires. Une métaphore mécaniciste où on va comparer le modèle d'affaires avec ses inputs et ses outputs, et entre des transformations, des mécanismes. Aujourd'hui, avec le numérique, avec des algorithmes, mais ce sont fondamentalement des transformations. Une analogie donc mécaniciste. Une autre qui est plus biologique. Il y a toujours des inputs et des outputs, mais entre les deux, il y a des processus biochimiques qui se passent. Ce qu'il faut reconnaître là-dedans, c'est que dans un cas comme dans l'autre, la question c'est des transformations. Ce qui veut dire que si on doit bifurquer son modèle d'affaires, on va devoir bifurquer sur ces logiques de transformation, fondamentalement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une science des transformations. Elle est née ici, à Paris, en 1824, avec un jeune polytechnicien, Sadi Carnot, qui va écrire un mémoire, donc en 1824, qui va être l'acte de naissance de ce qu'on appelle la thermodynamique. Les travaux de Sadi Carnot, c'est un ingénieur, il s'intéresse à la machine à vapeur, c'est l'actualité de son époque, mais ses travaux sont dans une perspective économique. Il va s'intéresser à la transformation. Comment de l'énergie de la chaleur va donner de l'énergie mécanique, voire cinétique. Comment ça se passe, ces logiques de transformation d'énergie? Et aussi, comprendre pourquoi il y a de la déperdition. Parce qu'on est en 1824, la révolution industrielle est bien lancée, et on commence à se rendre compte que du charbon, il en faut. Alors on va aller dans les colonies, un peu partout dans le monde, mais il y a une pression économique qui commence à se mettre en place, et donc comprendre où passent ces déperditions, parce que dès le début, on essaye d'améliorer la rentabilité et le rendement de ces machines. Il y a donc de la dissipation, mais où est-ce qu'elle va cette énergie? Elle disparaît? C'est quand même étrange. On connaît tous le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est d'ailleurs le premier principe de la thermodynamique. La quantité d'énergie dans l'univers, entre le Big Bang et aujourd'hui, n'a pas changé, elle est constante. Vous cherchez une limite, comme on le dit dans le titre, vous l'avez tout de suite. La quantité d'énergie, elle est limitée dans l'univers. Elle se distribue d'une manière différente, il y a des transformations. Elle ne se perd pas, en fait. Elle est toujours là, mais elle n'est plus disponible. C'est de l'énergie qui n'est plus libre. On ne peut plus rien en faire. Ce processus-là de dissipation, il va trouver un nom qui s'appelle l'entropie. L'entropie, c'est la tendance, pour le dire très simplement, la tendance irréversible. Je dis irréversible parce qu'on ne revient pas en arrière, contrairement à la physique newtonienne d'il y a 300 ans. Quand vous cassez un verre, quelques instants après, le verre ne se reconstitue pas. Il y a une flèche du temps. Hier soir, je me suis couché, j'avais 53 ans. Ce matin, je n'en avais pas 35. Hélas. On ne revient pas en arrière. Donc, l'entropie, c'est la tendance irréversible des systèmes à dégrader l'énergie et à la dissiper. Cette idée-là, de revisiter l'économie à l'aune de ce que l'on a appris dans la thermodynamique, il y a une figure qui est très importante, c'est la figure de Nicolas Georgescu-Roegen, qui est une figure qui va planer pendant toute la journée, qui ne sera peut-être pas explicitement thématisée, mais il est important de la rappeler en introduction. Vous le voyez ici avec son ouvrage maître, La loi de l'entropie et le processus économique. Ce que va faire Georgescu-Roegen, c'est donc s'intéresser à l'économie en disant en substance, vous autres les économistes, vous faites de l'économie en vous calquant sur des modèles physiques qui datent de Newton, et depuis, la science physique a avancé. De là à dire que les économistes, pour lui, en tout cas orthodoxes, étaient des physiciens ratés, il n'y a comme pas que je ne franchirai pas, mais il est important pour lui de réintroduire ces logiques de thermodynamique et d'entropie au cœur des mécanismes économiques. Et il va insister notamment, pas simplement sur l'énergie, entre guillemets, mais aussi sur la matière. La matière, c'est cette expression de Georgescu-Roegen, matter matters too.
La matière, ça compte aussi. Il n'y a pas que les logiques d'énergie, parce que l'énergie, on en trouve toujours d'une certaine manière. Nucléaire, hydraulique, le soleil, on sait qu'il y en a. Mais la matière, au sens de matière, de matériaux, qui sont en amont de toutes les chaînes de valeur, ça ne se renouvelle pas. Ça se dégrade, ça se dissipe, et on ne peut plus rien en faire. Notamment aujourd'hui, on sait que nos composants, par exemple nos ordinateurs, sont des matériaux de plus en plus amalgamés qu'on ne peut pas recycler. On ne peut pas les recycler. Bien sûr, on va parler de recyclage aujourd'hui, parce qu'il faut recycler. Mais en même temps, nous commençons à ouvrir les yeux sur cet enjeu qui est ce qu'on ne peut absolument pas réutiliser, ce qui est limité, la matière. Il y a un mythe du recyclage. Ce n'est pas possible. Et ça, cette notion-là, bien évidemment, pour ceux qui étaient présents à l'usine l'année dernière, Aurore Stéphane nous a bien mis les points sur les i, notamment en nous rappelant que dans la bascule du véhicule thermique au véhicule électrique, l'enjeu, ce n'est pas thermique ou électrique. C'est les composants et la matière dont on aura besoin pour faire cette transition. Et là, ça ne passe pas. On ne pourra pas construire tous les véhicules électriques comme on l'a fait pour les véhicules thermiques. La limite, nous l'éprouvons tout de suite. Alors, l'entropie, on sait tous ce que c'est, finalement. Si vous travaillez dans les systèmes d'information, vous avez certainement des applications patrimoniales, comme on dit. Les legacy systems, c'est votre boulet. C'est l'entropie qui vous gagne. Il faut de plus en plus d'énergie pour arriver à sortir de la valeur ces systèmes qui s'installent dans le temps et qui deviennent une dette. Parfois, on utilise le vocabulaire de la dette. Si dans votre entreprise, une fois, vous vous êtes dit « mais c'est quoi? Mais c'est le bordel !» Vous avez reconnu un des visages de l'entropie. Vous pouvez même faire cette expérience chez vous. Si vous avez des enfants, c'est encore mieux des adolescents. Laissez un adolescent dans une chambre pendant un certain temps et vous allez la voir, l'entropie. Alors vous allez me dire, oui, mais là, l'entropie, le désordre, on peut ranger. Oui, bien évidemment, là, dans ce cas-là, on peut ranger. Mais l'adolescent, il sait que pour ranger, il faut de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Une bifurcation des modèles d'affaires, c'est fondamentalement une affaire d'entropie. C'est le cœur du sujet. Alors vous allez me dire, mais nous qui sommes là, moi, vous, quel rôle jouons-nous là-dedans? En tant qu'être vivant, comme le disait Erwin Schrödinger, dans un livre qu'il avait appelé... Alors Schrödinger, il est connu pour le chat de Schrödinger. Mais il a écrit un livre, Qu'est-ce que la vie? Dans lequel il dit, la vie, c'est la négation de l'entropie. Et il a forgé ce terme de négantropie. Donc si nous voulons bifurquer dans nos modèles d'affaires, nous devons faire en sorte que nos modèles d'affaires ne dégagent pas de l'entropie, mais produisent de la négantropie, c'est-à-dire de la vie. Souvenez-vous de cette boule bleue. Aucune trace de vie, mais là, ici, ça se concentre, ça s'organise, ça génère de la négantropie. C'est local, bien évidemment, mais c'est cette localité qui est importante. Et on verra que dans la bifurcation des modèles d'affaires, à un moment donné, la question de la localité, de mon implantation, est toujours très très importante. Quoi qu'il en soit, les solutions, les approches, les recommandations qui vous seront faites durant cette journée, eh bien, fondamentalement, elles seront mesurées à l'aune du vivant, pour reprendre une image du documentaire de Yann Arthus Bertrand. À l'aune du vivant. Et le deuxième élément que je voulais souligner, pour terminer, c'est que l'enjeu, notamment en termes de motivation, c'est que nous allons, et nous sommes déjà de plus en plus schizophréniques dans nos entreprises. Entre nos convictions personnelles et les modèles d'affaires des entreprises dans lesquelles nous travaillons, voilà, les trajectoires s'écartent, et ça nourrit une schizophrénie. Schizophrénie qui est celle des étudiants, quand j'évoquais ces étudiants qui font leur coming out lors de la remise des diplômes. Donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'une des motivations pour changer, c'est de se dire « je vais aussi me faire du bien ». Bifurquer, ça ne veut pas dire aller dans le fossé. Bifurquer, c'est l'art de se faire du bien. Et petit à petit, dans la journée, la composante humaine, motivationnelle, va revenir, parce que ce n'est pas juste des équations physiques et d'entropie aussi, c'est aussi ce plaisir-là. Avant de continuer, je vais proposer donc à Laure et Mathieu d'intervenir en guise d'apéritif, même si c'est un peu tôt le matin, pour nous proposer un regard décalé
des visages que peut prendre l'entreprise dans les industries culturelles, les fictions, que ce soit radio, cinéma, télévision. Et je vous laisse la place, Laure et Mathieu. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, face au thème de cette année, on s'est demandé, avec Mathieu, ce que l'industrie culturelle pouvait nous raconter de l'entreprise. Comment le cinéma, comment les séries, comment les livres pouvaient nous dépeindre ses limites, ses travers, mais aussi ses mutations. Alors on a donc fouillé dans nos mémoires et on s'est amusé à classer ces œuvres et on vous propose d'explorer cette petite liste avec nous. Don't be evil, ne soyez pas malveillants, nous disait Google à ses débuts. Mais certaines entreprises ne s'embarrassent pas de bonnes intentions, exerçant à la limite de la légalité ou allant jusqu'à embrasser la délinquance en col blanc. Scandales, accidents industriels, non-respect du vivant, financiarisation à l'excès, évasion fiscale, toujours plus spectaculaire. Dans sa quête de profit, cette entreprise blesse ses employés, ses clients, mais aussi son environnement. C'est Erin Brockovich de Steven Soderbergh, l'histoire vraie d'une lanceuse d'alerte face à la Pacific Gas and Electric Company. Julia Roberts enquête, démontre et réussit à faire condamner la maison mère pour avoir contaminé l'eau potable et causé de nombreuses maladies graves. C'est Mark Baum, joué par Steve Carell dans The Big Short de Adam McKay. Le film met en lumière la bulle immobilière qui conduira à la crise des subprimes de 2008, crise qui laissera exsangue des millions de personnes dans le monde, mais pas le système bancaire. Souvenez-vous de cette scène où Ryan Gosling explique que les banques, les agences de notation et même la SEC sont stupides, ce à quoi Steve Carell réplique « Ce n'est pas de la stupidité, c'est bien de la fraude ». C'est aussi Denise Baudu qui se fait embaucher au Bonheur des Dames, un grand magasin de prêt-à-porter féminin parisien. Elle y découvre le monde cruel des petites vendeuses, la précarité de l'emploi et elle assiste au développement exponentiel de ce magasin qui va signer la mort du petit commerce. Ce sont enfin les récits que nous racontent ces séries We Crashed, The Dropout, Super Pumped, de WeWork à Uber en passant par Ceranos. Ces fictions racontent l'ascension mais aussi la chute de ces entrepreneurs adulés de la Silicon Valley. Tâches répétitives, travail vide de sens, pression sociale qui s'exerce sur les employés, management tyrannique, perte de repères, avènement des bullshit jobs, burn-out. L'entreprise égale aliénation et prolétarisation. C'est l'entreprise absurde qui pousse à bout ses employés. C'est Chaplin sur la chaîne de fabrique des temps modernes, coincé dans l'absurdité du Taylor-Fordisme. C'est Miranda Presley, la patronne despotique d'un grand magazine de mode new-yorkais dans Le diable s'habille en Prada de David Frankel. Meryl Streep martyrise ses employés, le film est une succession d'humiliations, de demandes impossibles et d'injonctions contradictoires. Le tout dans une ambiance toxique et feutrée, à l'image du business de la mode. C'est aussi ce directeur d'une société d'informatique qui invente de toutes pièces un président dans le directeur de Lars von Trier. Il finit par embaucher un acteur au chômage et se retranche derrière ce personnage fictif au moment de prendre des décisions impopulaires. Mais la créature va échapper à son maître, le faux président finira par vendre pour de vrai la société à des concurrents. C'est encore Alexandre des deux Alfred de Bruno Podalides. Ce chômeur retrouve un emploi de consulting process, emploi dont il n'a pas très bien compris en quoi il consiste, et rejoint The Box, caricature de la start-up, où franglais et coolitude forcée règnent entre potager collectif, meeting en visio et galette des rois obligatoires. Avec une devise stricte, pas d'enfants, qui permet au boss de garantir l'engagement complet de ses salariés. Le héros va donc dissimuler ses deux enfants en bas âge pour garder son job. La pop culture nous montre aussi un autre visage de l'entreprise, quand elle rassemble des talents, de la créativité, des moyens, quand elle est le projet d'un groupe d'individus qui œuvrent aussi pour l'intérêt général ou qui se rebellent contre le patronat. C'est le personnage de Philippe Miller dans À l'origine de Xavier Giannoli. Cet escroc solitaire, bas de gamme, découvre par hasard un chantier d'autoroute abandonné. Miller va réussir à relancer les travaux en montant une énorme escroquerie, redonnant travail et espoir aux habitants de la région durement touchés par le chômage. Alors que son mensonge grossit, il passe de bandit à homme providentiel. Son projet lui a redonné un sens du collectif, l'amour du travail, la reconnaissance des autres. François Cluzet finira par se rendre en demandant qu'on garde ses employés pour finir le chantier sans lui. Ce sont les petits vieux de Crimson Permanent Assurance de Terry Gilliam, le membre des Monty Python, qui se rebellent contre leurs nouveaux propriétaires, les jeunes Américains en costume de la Very Big Corporation of America.
La mutinerie s'engage et l'immeuble se transforme en bateau pirate qui lève l'ancre et qui part naviguer sur les hautes mers de la finance internationale. C'est aussi ce dénommé Bartleby, le clerc de notaire chez Melville. Il refuse toutes les demandes de son patron avec sa formule systématique « je préférerais ne pas ». C'est aussi Gaston Lagaffe, perfection du créatif oisif, qui fait enrager Fantasio, Prunel et surtout Monsieur de Messmaker. Pourquoi pas? Alors, une autre vision de l'entreprise doit advenir, comme une bifurcation de nos imaginaires corporate. Pourquoi pas une entreprise qui valorise les individualités au service du collectif, comme Ted Lasso dans cette série éponyme qui raconte l'arrivée d'un coach de football américain dans un club anglais de Première Ligue, un ignorant au pays des sachants. Au-delà de la situation comique, c'est surtout la capacité à faire différemment, à voir les choses sous un autre angle, et finalement se focaliser sur ce qui compte, des gens heureux, en confiance, qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Football es la vida. Pourquoi pas une entreprise dirigée par une femme, comme dans Numéro 1 de Tony Marshall? La réalisatrice raconte l'ascension d'une brillante ingénieure à la tête d'une entreprise du CAC 40. On suit Emmanuelle Blachet, interprétée par Emmanuelle DeVos, qui va devoir déjouer les obstacles de la misogynie et du sexisme afin de réussir à prendre la tête d'Antea, la jumelle fictionnelle de Veolia, le tout aidé par un réseau de femmes d'influence. Tout est absolument vrai, voire même un peu en dessous de la réalité, confiait la réalisatrice à la sortie du film. Pourquoi pas une entreprise qui met en avant les savoirs? Alors ici, difficile de ne pas parler de l'Enterprise, vaisseau scientifique de l'aventure Star Trek. Cette équipe explore l'espace à la recherche de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations et s'aventure là où aucun homme, là où personne n'est jamais allé. À l'instar des explorateurs James Cook ou la Pérouse, les voyages de la Fédération partent au-delà de la Final Frontier pour rassembler connaissances et savoirs sans outrepasser la première directive. Pourquoi pas une entreprise qui se raconte autrement? Face aux géants, ce sont des artisans passionnés, incarnés par des hommes et des femmes qui mettent en scène leur savoir-faire sur les réseaux sociaux. Ces nouveaux influenceurs prônent une entreprise à taille humaine, où le travail est manuel, où la qualité est incontournable, où la proximité avec les clients est centrale. Au cinéma, c'est Karl Casper dans Chef de Jon Favreau qui va quitter son restaurant étoilé et sillonner l'Amérique en food truck afin de promouvoir la cuisine cubaine. Ce sont aussi ces documentaires, Demain, Le sel de la terre, Mission Régénération, Un monde nouveau, qui racontent d'autres modèles d'entreprise qui ne sont pas hors sol, qui mettent en relief l'artisanat et le savoir-faire, qui valorisent les différences et les singularités, qui s'inscrivent dans un autre rapport au vivant, qui se dessinent doucement, à bas bruit, sans parader. Ces histoires, cette fois bien réelles, démontrent que peut-être une autre forme d'entreprise est possible. Aujourd'hui, vous entendrez les récits qui vont dans ce sens, celui d'une bifurcation de nos modèles face aux limites de notre monde. Alors écoutez ces experts, ces sachants, ces pionniers. On vous souhaite de repartir d'USI avec une vision nouvelle pour vos entreprises, une vision qui réconcilie les systèmes et peut-être que cette vision devienne réalité. On vous souhaite un bon USI.